Que se passe-t-il lorsqu'un peuple naît enchaîné, mais décide de les briser de ses propres mains? C'est l'histoire d'un pays qui a tout affronté contre lui. L'esclavage, la colonisation, la trahison, les tremblements de terre, la pauvreté, l'abandon. Mais c'est aussi l'histoire d'une lutte inébranlable, d'un peuple qui n'abandonne jamais, même si le monde l'a plus d'une fois considéré comme perdu. Haïti n'est pas seulement une question de souffrance. Haïti est une question de dignité. C'est une question d'histoire. C'est une question de résilience. Et si vous aussi, vous vous êtes déjà senti ignoré, réduit au silence ou piétiné, cette histoire est aussi la vôtre. Parce que ce que représente Haïti transcende les frontières. C'est le cri de ceux qui croient encore que la liberté, aussi douloureuse soit-elle, en vaut toujours la peine. Apprenons ensemble une histoire qui ne vous émouvra pas seulement, vous transformera. Avant de commencer cette histoire puissante, laissez-moi vous demander quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, nous racontons des histoires qui méritent d'être rappelées, ressenties et partagées. Et si cette histoire touche déjà votre cœur, laissez-nous un commentaire avec cette phrase. Haïti résiste, Haïti inspire. Ce petit geste ne soutient pas seulement cette chaîne. Cela permet également à davantage de personnes de découvrir cette histoire, restée trop longtemps silencieuse. Vous faites la différence. Vous perpétuez l'histoire. 1. L'île d'or, l'arrivée des Taïnos. Bien avant que les navires européens ne sillonnent l'océan en quête de richesse, l'île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Haïti était déjà un monde vivant et chargé d'histoire. Les premiers habitants sont arrivés d'Amérique du Sud par bateau il y a des siècles, bien avant que le mot Haïti n'existe. C'étaient les Taïnos, un peuple pacifique et travailleur, profondément attaché à la nature. Les Taïnos ignoraient tout de l'or et de la cupidité. Pour eux, la richesse résidait dans les terres fertiles, les rivières limpides et le chant des oiseaux à l'aube. Ils nommèrent leur île Haïti, ce qui signifie dans leur langue « pays des hautes montagnes ». Et ils n'avaient pas tort. Des collines verdoyantes aux rivages turquoises, c'était un lieu d'abondance, de beauté et d'équilibre. Ils construisaient leurs maisons en bois et en palmier, vivaient dans des villages appelés Yukayek et organisaient leur société dans le respect de leurs caciques, les chefs tribaux. Ils cultivaient du maïs, du manioc, des patates douces et d'autres cultures et pêchaient dans des pirogues qu'ils sculptaient eux-mêmes. Leur vie était guidée par les cycles de la lune, des étoiles et des esprits de la nature. Ils croyaient en des dieux tels que Yukahu, dieu du yucca et de la fertilité, et Atabey, déesse mère de l'eau et de la lune. La musique, la danse et les rituels étaient essentiels à leur quotidien. Leur communauté apportait joie, mais aussi sagesse. Elles enseignaient à leurs enfants des histoires qui évoquaient le respect, la communauté et l'amour de la terre. Cependant, toute cette harmonie était sur le point de changer à jamais, car à l'horizon, des voiles blanches s'approchèrent déjà, chargées non seulement d'hommes, mais d'une vision du monde qui entrerait violemment en conflit avec tout ce que les Taïnos savaient. Ainsi, sans que personne ne puisse le prévoir, l'histoire d'Haïti allait prendre un tournant irréversible. Un tournant qui commencerait par un seul nom, Christophe Colomb. E2, 1492. Colombe est le début de la colonisation espagnole. La paix du peuple taïno fut brisée un matin de décembre 1492, lorsque 3 énormes navires apparurent à l'horizon. Il s'agissait des caravelles de Christophe Colomb, qui, croyant avoir atteint l'Asie, posa le pied sur le continent, dans l'actuel Haïti, plus précisément sur la côte nord de l'île. Colomb fut impressionné par la beauté naturelle de l'île, ses montagnes verdoyantes, ses rivières au courant rapide et son climat chaud. Mais plus que la nature, quelque chose retint particulièrement son attention, l'or. Les Taïnos, généreux de nature, offrirent des cadeaux aux nouveaux arrivants, notamment de petits ornements en or. Cela suffisit à Colomb pour informer les rois catholiques qu'il avait découvert une terre riche non seulement en beauté, mais aussi en minéraux précieux. Peu après, les Espagnols commencèrent à s'installer. Ils fondèrent la Navidad,
la première colonie européenne en Amérique, construite sur l'épave du navire Santa Maria. Bien que les Taïnos aient d'abord accueilli les colons avec hospitalité, les relations devinrent rapidement violentes et inégales. La cupidité des Espagnols grandit. Ils voulaient plus d'or, plus de pouvoir, plus de contrôle. Ils commencèrent bientôt à exiger du travail forcé des Taïnos, qu'ils considéraient comme inférieurs. Le système de l'encomienda fut imposé, une forme d'esclavage déguisée en protection chrétienne, qui forçait les indigènes à travailler dans les mines et les plantations. Les abus étaient terribles. Les Taïnos étaient fouettés, enchaînés et privés de nourriture. Nombre d'entre eux moururent d'épuisement, de maladies européennes ou simplement de tristesse à la vue de leur monde détruit. En moins d'une génération, la population taïno fut quasiment anéantie. Des centaines de milliers d'habitants qui la composaient, il n'en restait que quelques milliers. Ce fut l'un des premiers et des plus sombres génocides de l'histoire des Amériques. Et tout commença ici, sur la terre autrefois appelée Haïti. Les Espagnols rebaptisèrent l'île Hispaniola et en firent un centre d'extraction et d'exploitation. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que, malgré la victoire sur les Taïnos, cette île ne cesserait jamais de résister. Car dans ces montagnes, dans sa terre meurtrie, une nouvelle graine commençait à germer, l'esprit de liberté. Et cet esprit allait grandir, même si avant cela, une nouvelle puissance européenne allait venir disputer ce territoire. La France. 3. Pirates, intérêts français et naissance de Saint-Domingue. Après que les Espagnols eurent exploité et dévasté la vie des Taïnos, l'île d'Hispaniola commença à perdre de sa valeur à leurs yeux. L'or ne coulait plus comme autrefois, et les richesses semblaient se trouver ailleurs sur le continent. Ainsi, la partie occidentale de l'île, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Haïti, resta à moitié abandonnée, mal défendue et vulnérable. Et dans les Caraïbes, un territoire mal défendu était un festin pour les pirates. Au XVIe et XVIIe siècle, pirates et boucaniers, principalement français, commencèrent à s'installer sur l'île de la Tortue, juste au nord de l'actuel Haïti. De là, ils attaquèrent les navires espagnols, pillèrent les villes côtières et se livrèrent au commerce illégal. Mais avec le temps, ils cessèrent d'être de simples pillards, ils devinrent des colons. Les Français, voyant là une opportunité, décidèrent d'établir une présence permanente. Au milieu du XVIIe siècle, la France commença à occuper officiellement la partie occidentale de l'île. En 1797, par le traité de Ryswick, l'Espagne céda officiellement ce territoire à la France. Ainsi naquit une nouvelle colonie, Saint-Domingue. Et c'est alors que l'histoire d'Haïti prit un autre grand tournant, un tournant qui marquerait son destin à jamais. Saint-Domingue n'était pas une colonie ordinaire. En quelques décennies, elle devint la plus riche du monde. Ses plantations de sucre, de café, d'indigo et de coton produisirent des fortunes qui enrichirent l'élite française. Mais cette richesse eut un prix monstrueux, l'esclavage de masse. Pour exploiter ces plantations, les Français importèrent des centaines de milliers d'esclaves d'Afrique. Ils étaient transportés sur des navires surpeuplés, enchaînés, affamés et soumis à des conditions de voyage atroces pendant des semaines. À leur arrivée, ils étaient traités comme des marchandises, vendus, marqués au fer rouge, punis et contraints de travailler du matin au soir sous un système brutal et impitoyable. Saint-Domingue était la colonie la plus riche des Caraïbes, certes, mais aussi la plus cruelle. Le taux de mortalité des esclaves était extrêmement élevé. Nombre d'entre eux ne survivaient pas plus de 10 ans. Les abus étaient systématiques, châtiments corporels, mutilations, humiliations. Et pourtant, des voix de rébellion commençaient à s'élever, telles des braises cachées sous les cendres. À chaque coup de fouet, à chaque chaîne, le désir de liberté se renforçait. Et même si les maîtres français se sentaient invincibles, ils ne voyaient pas que quelque chose se tramait dans les champs de canne à sucre, dans les montagnes, où les esclaves fugitifs, appelés marrons, s'abritaient et s'organisaient. Ce n'était qu'une question de temps avant que cette injustice ne cède la place à une révolution. Car la terre de Saint-Domingue, si fertile pour le sucre, l'était aussi pour la résistance. Ainsi,
tandis que les Français célébraient leur richesse à Versailles. Le sol tremblait silencieusement, une tempête approchait. 4. La plantation infernale, esclavage et richesse française. Saint-Domingue, colonie française située à l'ouest d'Hispaniola, devint l'un des territoires les plus lucratifs du monde au XVIIIe siècle. Aux yeux de l'Europe, c'était un joyau éclatant au cœur des Caraïbes, une machine à produire de la richesse sans pareille. Mais derrière cette opulence, derrière le sucre fin expédié à Paris, le café aromatique servi dans les salons aristocratiques et le coton qui habillait les nobles, se cachait un véritable enfer. Les plantations étaient de véritables champs de bataille. La France avait besoin d'une main-d'œuvre inhumaine pour maintenir sa production et plus de 800 000 Africains furent ainsi amenés comme esclaves entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Ils furent arrachés à leurs terres, séparés de leurs familles et enchaînés sur des navires fétides. Nombre d'entre eux ne survécurent pas au voyage, et ceux qui arrivèrent découvrirent une vie encore plus cruelle. Les maîtres français ne voyaient pas d'êtres humains, mais plutôt des outils. Toute désobéissance, tout retard, même la simple fatigue, était puni par le fouet, la famine ou la mutilation. Le travail était épuisant. De l'aube au crépuscule, sous un soleil de plomb, couper la canne à sucre, cultiver le café ou défricher les champs. L'espérance de vie moyenne d'un esclave à Saint-Domingue n'était que de quelques années. La loi ne protégeait pas les esclaves. En réalité, le Code noir créé par le gouvernement français autorisait les maîtres à punir sévèrement toute mauvaise conduite, et leurs actes étaient rarement remis en question. De plus, les femmes esclaves souffraient doublement. Elles étaient exploitées non seulement comme travailleuses, mais aussi comme victimes sexuelles. Mais malgré l'horreur, les Africains n'oublièrent pas qui ils étaient. Ils apportèrent avec eux leur langue, leurs chants, leurs danses, leurs dieux. Les nuits sombres, après le travail, ils se réunissaient en secret. Ils chantaient, ils discutaient, ils priaient. Le vaudou, une ancienne religion africaine, devint leur refuge spirituel et leur moyen de résistance. L'âme ne pouvait être enchaînée. De plus, de nombreux esclaves réussirent à s'échapper vers les montagnes, où ils formèrent des communautés libres appelées marronnages. Là, ils survécurent, s'organisèrent et entretinrent leurs rêves de liberté. La tension montait. Les esclaves étaient majoritaires, plus de 90% de la population, et leurs ressentiments brûlaient comme des braises sous les cendres. Les maîtres vivaient dans un faux sentiment de sécurité, persuadés que leur pouvoir était éternel. Mais le système était si cruel, si brutal, que quelque chose d'important se préparait inévitablement, quelque chose d'inarrêtable. Et puis, l'année 1791 arriva. Une nuit, lors d'un rituel secret, un prêtre vaudou nommé Boukman lança une proclamation. C'était plus qu'un appel à la rébellion, c'était un rugissement ancestral, une déclaration de guerre contre des siècles d'oppression. La plantation infernale était sur le point de brûler, et avec elle, les fondements du colonialisme européen. Ressentez-vous la même chose que moi? Parce que cette histoire ne s'oublie pas facilement. Faites une pause d'une seconde et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. On l'oublie parfois, mais ce clic fait toute la différence. Et si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un, avec un ami, avec votre famille, avec quiconque a besoin de l'entendre. Parce que lorsque vous partagez, vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous aidez davantage de personnes à connaître la vérité, afin qu'Haïti ne soit pas oublié. Vous en faites partie. Merci d'être là. 5. 1791. Le cri pour la liberté. Révolte des esclaves. La tension était palpable. Elle se faisait sentir dans les montagnes, dans les champs de canne à sucre, dans les baraquements où les esclaves pouvaient à peine dormir à cause de la douleur et de l'épuisement. Chaque coup de fouet, chaque injustice, chaque larme versée alimentait une rage silencieuse, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue. Dans la nuit du 22 août 1791, dans les forêts du Bois Caïman, près de la ville du Cap, des centaines d'esclaves se rassemblèrent en secret. Ce n'était pas une simple réunion, c'était un rituel.
Au son des tambours, des chants africains et d'un feu illuminant des visages marqués par la souffrance, le prêtre vaudou Boukman Duty prononça des paroles qui bouleversèrent les cœurs. Le Dieu qui nous a créés nous appelle à la liberté. Notre soif de justice sera plus forte que ses fouets. Ce rituel n'était pas seulement spirituel, c'était l'acte fondateur d'une révolution. Les esclaves jurèrent de se battre jusqu'au bout, sans plus jamais accepter les chaînes. Cette même nuit, ils commencèrent à incendier les plantations, à assassiner les maîtres et à libérer leurs frères. Le feu se propagea comme une vague inexorable. En quelques jours, plus d'1 millier de plantations brûlèrent. Les esclaves ne voulaient pas seulement se venger, ils aspiraient à la justice, à la dignité et au droit fondamental à la liberté. Les colons français, complètement pris au dépourvu, n'étaient pas préparés à une rébellion d'une telle ampleur. Ils croyaient maîtriser la situation, mais la réalité les frappa de plein fouet. Les esclaves, majoritaires, étaient désormais organisés, déterminés et animés par une flamme venue du plus profond de leurs racines africaines. Le chaos s'abattit sur Saint-Domingue. La France, déjà en pleine révolution européenne, tenta de riposter en envoyant des troupes. Les Britanniques et les Espagnols firent de même, voyant dans le conflit une occasion de s'emparer de la plus riche colonie des Caraïbes. Mais personne, ni les rois, ni les armées, ni les empires, ne comprenait pleinement ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une révolte, c'était le premier soulèvement massif d'esclaves du monde moderne. Et il était sur le point de réussir. Et au milieu de cette guerre brutale, au milieu des cendres, des machettes, de la poudre à canon et des tambours de guerre, une figure clé a émergé, un ancien esclave qui allait bientôt changer le destin d'Haïti et de toute l'Amérique, Toussaint Louverture. Le monde était sur le point de rencontrer le général noir et la lutte pour la liberté ne faisait que commencer. 6. Toussaint Louverture, El Général Negro. Au milieu de la révolution qui ébranla les fondations de Saint-Domingue, au milieu de la fumée des plantations en feu et des clameurs de liberté, surgit un homme qui allait changer le cours de l'histoire. François-Dominique Toussaint Louverture. Né esclave vers 1743, Toussaint était différent dès son plus jeune âge. Il apprit à lire et à écrire, une chose rare chez les esclaves, et parlait français, créole, latin et possédait même quelques connaissances médicales. Il était intelligent, réservé et profondément stratège. Libéré avant le début de la rébellion, il travailla comme cocher dans une plantation. Beaucoup le sous-estimèrent, mais Toussaint observa, apprit et attendit son heure. Lorsque la rébellion de 1791 éclata, Toussaint comprit que son heure était venue. Il rejoignit les forces esclavagistes, non pas comme simple combattant, mais comme stratège militaire. Il s'éleva rapidement parmi les chefs révolutionnaires grâce à son aptitude à organiser, négocier et gagner. Ses ennemis, français, espagnols, britanniques, le craignaient et le respectaient. Toussaint n'était pas seulement un guerrier, c'était un visionnaire. Il savait que pour que le peuple noir soit véritablement libre, Haïti avait besoin de plus qu'une révolution. Il lui fallait stabilité, production, diplomatie et une structure politique propre. Ainsi, tout en menant des batailles, il forgeait des alliances, signait des accords et élaborait des plans pour reconstruire le pays. Pendant la guerre, Toussaint changea stratégiquement de camp. Il combattit d'abord aux côtés des Espagnols contre les Français. Puis, lorsque la France abolit l'esclavage en 1794, il rejoignit les Français pour vaincre les Britanniques et les autres groupes esclavagistes. Sa loyauté n'allait à aucun empire, elle était vouée à la liberté de son peuple. En 1801, Toussaint était l'homme le plus puissant de toute l'île. Il contrôlait la quasi-totalité du territoire et s'autoproclama gouverneur à vie de Saint-Domingue. Il promulgua une constitution qui, tout en reconnaissant la souveraineté française, garantissait l'abolition de l'esclavage et l'autonomie complète de la colonie. Mais son audace avait un prix. En Europe, Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France, considérait Toussaint comme une menace directe. Non seulement parce qu'il avait défié la France, mais aussi parce qu'il craignait que son exemple n'inspire d'autres rébellions d'esclaves dans les colonies.
C'est pourquoi, en 1802, Napoléon envoya une puissante expédition militaire commandée par son beau-frère, le général Charles Leclerc, avec un mandat clair, rétablir le contrôle français et restaurer l'esclavage. Toussaint, fidèle à sa cause, résista farouchement. Mais au milieu des négociations et des fausses promesses, il fut trahi et capturé. En juin 1802, il fut envoyé en France, enchaîné, où il fut emprisonné dans une cellule froide du fort de Joux, dans les Alpes françaises. Là, seul, malade et constamment surveillé, Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1803. Mais avant de mourir, il a laissé une phrase qui résonnait comme un présage. En coupant le tronc de l'arbre de la liberté, ils ont oublié que ses racines sont profondes et fortes. Et il avait raison. Son corps s'éteignit en France, mais son esprit survécut en Haïti. Son héritage raviva encore davantage la flamme de l'indépendance. Et ceux qui lui succédèrent allaient bientôt achever ce qu'il avait commencé. 7. 1804, naissance d'Haïti, la première république noire. La trahison et la mort de Toussaint Louverture n'ont pas éteint la lutte. Au contraire, son sacrifice a ravivé la flamme de l'indépendance. Ses partisans savaient que la promesse de liberté était désormais entre leurs mains. Le peuple haïtien ne permettrait pas le retour de l'esclavage, et encore moins que son territoire soit à nouveau dominé par des mains étrangères. Le pouvoir passa à une autre figure clé de l'histoire d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines, l'un des généraux les plus fidèles et les plus courageux de Toussaint. Contrairement à son prédécesseur, Dessalines était plus direct et radical. Pour lui, la liberté ne pouvait être obtenue qu'avec l'expulsion totale des Français, et il refusait de négocier. En 1803, après des mois de résistance acharnée, les patriotes haïtiens affrontèrent les troupes de Napoléon lors d'une bataille décisive. La bataille de Vertières, le 18 novembre, ce fut un affrontement sanglant et décisif. Avec courage, stratégie et un désir ardent de se libérer, les Haïtiens vainquirent l'armée française. C'était la fin du régime colonial. Quelques mois plus tard, le 1er janvier 1804, au Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclamait officiellement l'indépendance d'Haïti. Dans un acte historique, il annonçait la naissance de la première république noire du monde et aussi de la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes. Le nom de l'île fut changé de Saint-Domingue à Haïti, en hommage à ses racines taïnos. Il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration d'indépendance politique, mais d'une déclaration profonde. Un peuple d'anciens esclaves avait vaincu le plus grand empire de son temps, retrouvé son humanité et marqué l'histoire. L'impact fut immense. En Europe, rois et colons tremblèrent. Aux Amériques, les esclaves des autres colonies virent en Haïti une lueur d'espoir. C'était la preuve vivante que la liberté était possible, même contre toute attente. Cependant, la joie n'est pas venue seule. Dessalines savait que ses ennemis ne disparaîtraient pas facilement. Il craignait que les Blancs ne tentent de reconquérir Haïti de l'intérieur. Il prit donc une décision extrême et controversée. Il ordonna le massacre de milliers de colons français encore présents sur l'île. Ce fut une mesure brutale, marquée par la douleur du passé et la peur de l'avenir. Haïti est né libre, mais son chemin ne serait pas facile. La revanche des puissances européennes, l'isolement international, les divisions internes, tout cela viendrait plus tard. Mais ce premier jour de 1804, sous le soleil des Caraïbes, le peuple haïtien célébrait l'impossible. Ils avaient brisé les chaînes, ils avaient vaincu l'Empire, ils avaient écrit une page éternelle de l'histoire de l'humanité. Et ainsi, une nouvelle ère a commencé, remplie de défis, de divisions, de rêves brisés et de nouveaux espoirs. 8. 19e siècle. Division, monarchie et chaos interne. L'indépendance d'Haïti fut une victoire sans précédent, mais aussi le début d'une ère complexe, marquée par des tensions internes, des rivalités politiques et une lutte constante pour définir le type de pays qu'il voulait être. Après avoir proclamé l'indépendance en 1804, Jean-Jacques Dessalines devint le premier dirigeant d'Haïti, non pas comme président,
mais comme empereur. Il se proclama Jacques Ier, suivant l'exemple des monarques européens, mais avec la conviction qu'un leadership fort était nécessaire pour maintenir l'unité d'un pays nouveau-né, blessé et menacé. Son règne fut cependant de courte durée. Dessalines gouverna d'une main de fer, prit des décisions impopulaires et se fit des ennemis, même parmi ses anciens alliés. En 1806, il fut assassiné dans une embuscade, victime d'un complot mené par d'anciens généraux. Sa mort plongea Haïti dans une crise profonde. Dès lors, le pays fut divisé en deux moitiés rivales. Au nord, le général Henri Christophe établit un royaume autoritaire. Il se proclama roi Henri Ier et créa une monarchie noire dotée de châteaux, de titres de noblesse et d'une cour d'inspiration européenne. Il gouverna avec une discipline de fer, promouva l'agriculture obligatoire et construisit d'imposantes forteresses comme la célèbre citadelle de La Ferrière, symbole de fierté nationale. Au sud, le général Alexandre Pétion, d'origine métisse, instaure une république plus libérale et démocratique, quoique dominée par l'élite créole. Pétion favorise la distribution des terres aux paysans et offre l'asile au libérateur Simón Bolívar, l'aidant ainsi à promouvoir l'indépendance de l'Amérique du Sud. Ainsi, deux Haïti coexistaient sur la même île, avec des visions, des économies et même des politiques étrangères distinctes. Cette division reflétait des tensions raciales, sociales et économiques remontant à l'époque coloniale. Les Noirs du Nord, plus attachés à la campagne et à la discipline militaire, et les Métis du Sud, plus attachés au commerce, à l'éducation et à leur héritage français. Les deux gouvernements finirent par s'effondrer. Après la mort de Christophe, en 1820, qui, au bord de la défaite, se suicida avec une balle d'argent, et celle de Pétion peu avant, le pays fut enfin réunifié sous la direction de Jean-Pierre Boyer, qui régna de 1820 à 1843. Durant son mandat, Haïti a connu l'un de ses moments les plus curieux et ambitieux, l'occupation de toute l'île, y compris la partie orientale, l'actuelle République dominicaine. Mais cette histoire, nous la raconterons dans le prochain chapitre. L'important ici est de comprendre que bien qu'Haïti soit né d'une révolution, sa jeunesse en tant que nation était turbulente, divisée et traversée par des tensions internes. La liberté avait été conquise au prix du sang, mais l'unité, la justice et la paix étaient encore des objectifs lointains. Et au milieu de cette quête de stabilité, Haïti se retrouverait impliqué dans un nouveau conflit, avec ses propres voisins insulaires. Un instant, vous êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Et avez-vous laissé un « j'aime » ? Cela peut sembler une petite chose, mais cela aide beaucoup à faire connaître cette histoire à davantage de personnes. Chaque fois que vous vous abonnez et que vous aimez, vous poussez l'algorithme à dire « cette histoire est importante, que le monde la voie ». Alors si vous pensez qu'Haïti mérite d'être entendu, cliquez maintenant et aidez-nous à briser le silence. 9. Relations avec la République dominicaine. Voisins en conflit. Après la réunification d'Haïti en 1820, le président Jean-Pierre Boyer nourrissait une vision audacieuse, contrôler l'intégralité de l'île d'Hispaniola. Et ce n'était pas un simple caprice politique. Dans la partie orientale, l'actuelle République dominicaine, les Espagnols avaient repris le contrôle, mais les Dominicains, lassés d'être dominés par des empires étrangers, proclamèrent brièvement leur indépendance en 1821 sous le nom de République d'Haïti espagnole, avec l'intention de rejoindre la Grande Colombie de Simón Bolívar. Mais avant que cette union ne se concrétise, Boyer envahit pacifiquement le territoire et en prit le contrôle. Ainsi, de 1822 à 1844, l'île entière fut sous domination haïtienne. Boyer justifia cette occupation par un idéal d'unification afro-caribéenne, de résistance aux puissances coloniales européennes et comme moyen de protéger la liberté des anciens esclaves de l'Est. Mais la réalité sur le terrain était bien plus complexe. Dans la partie orientale, avec sa culture hispanique et catholique et sa structure sociale distincte, la population ne s'identifiait pas au projet haïtien. Bien que les Haïtiens aient aboli l'esclavage dans l'Est, ils y ont également imposé des lois, une langue et des impôts qui ont suscité du ressentiment.
Les terres ont été redistribuées, l'Église catholique a perdu le pouvoir et le contrôle militaire s'est durci. De nombreux dominicains ont commencé à considérer les Haïtiens non pas comme des libérateurs, mais comme des occupants. Pendant 22 ans, Haïti a administré l'ensemble de l'île, mais cette unification s'est avérée fragile. Les tensions culturelles, religieuses, linguistiques et économiques ont continué de s'accroître. Finalement, en 1844, un groupe de dominicains mené par Juan Pablo Duarte organisa un mouvement indépendantiste appelé la Trinitaria. Le 27 février de la même année, ils proclamèrent l'indépendance de la République dominicaine. Une nouvelle nation était née, et une longue histoire de conflits, de guerres et de méfiances mutuelles. Tout au long du XIXe siècle, Haïti tenta à plusieurs reprises de reconquérir la partie orientale, mais les Dominicains résistèrent farouchement. Des affrontements sanglants, une haine accumulée et des frontières douloureusement tracées se produisirent. Ce conflit n'était pas seulement militaire, c'était aussi une bataille identitaire. Haïti, fondée par des esclaves africains, fièrement noirs, créoles et rebelles. La République dominicaine, plus proche des traditions hispaniques, catholiques et créoles. Deux peuples, frères géographiquement, mais au passé et aux blessures très différents. Aujourd'hui encore, cette histoire commune continue de générer des tensions, mais aussi des opportunités, car l'île est une, et l'avenir, bien que marqué par le passé, peut encore s'écrire en paix. Et tandis qu'une nouvelle nation naissait à l'Est, Haïti continuait à se frayer un chemin vers l'Ouest, au milieu des dictatures, des espoirs démocratiques et d'une lutte constante pour la stabilité. 10, 20e siècle, coups d'État, dictature et instabilité chronique. Le 20e siècle n'a pas apporté la paix à Haïti. Bien au contraire, ce fut une période marquée par une succession incessante de coups d'État, de crises économiques, d'interventions étrangères et de régimes autoritaires. Le rêve d'une nation stable, libre et prospère semblait s'éloigner de décennie en décennie. L'instabilité politique était telle qu'entre 1911 et 1915, Haïti connut 7 présidents, dont plusieurs furent renversés, exilés ou assassinés. Le pays était tel un volcan en éruption constante, promesses, trahisons, complots. Et derrière tout cela, un peuple épuisé et de plus en plus appauvri. La situation devint si chaotique qu'en 1915, suite à l'assassinat brutal du président Wilbrun Guillaume Sam, les États-Unis décidèrent d'intervenir militairement et d'occuper Haïti, sous prétexte de rétablir l'ordre et de protéger leurs intérêts économiques. L'occupation dura 19 ans, de 1915 à 1934. À cette époque, les Marines américains contrôlaient le gouvernement, les finances, la police et même la construction routière. Certaines infrastructures furent modernisées, mais au détriment de la souveraineté haïtienne. De nombreux Haïtiens vécurent l'occupation comme une humiliation. Les paysans furent contraints de travailler aux travaux publics, déclenchant des rébellions comme celle du leader populaire Charlemagne Péralte, qui combattit l'occupation et fut exécuté en héros de la résistance. En 1934, après d'intenses pressions, les États-Unis se retirèrent, laissant derrière eux une structure de pouvoir centralisée, bien entraînée et lourdement armée. Cette structure serait plus tard exploitée par une figure qui deviendrait synonyme de terreur et de dictature. François Duvalier, plus connu sous le nom de Papa Doc. En 1957, Papa Doc fut élu président, mais il devint rapidement un dictateur à vie. Il gouverna en mêlant dangereusement répression politique, culte de la personnalité et manipulation du vaudou. Il se présentait comme un père protecteur du peuple, mais son régime fut l'un des plus oppressifs et corrompus d'Amérique latine. Il créa une force paramilitaire, les tontons macoutes, chargés de semer la peur au sein de la population. Des centaines, voire des milliers d'opposants disparurent, furent assassinés ou contraints à l'exil. Pendant ce temps, le pays s'appauvrit, ses infrastructures s'effondrèrent et les services de base furent laissés en ruine. En 1971, Papa Doc décède, mais le pouvoir demeure inchangé.
Son fils, Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, en hérite alors qu'il n'a que 19 ans. Bien que son style soit moins brutal, la corruption, la répression et l'abandon du peuple perdurent. Le pays sombre dans la pauvreté, tandis que l'élite vit du luxe importé d'Europe. Finalement, en 1986, le peuple haïtien en eut assez. Après des manifestations massives, des émeutes et la pression internationale, Baby Doc fut renversé et s'enfuit en France. Haïti avait renversé la dynastie des Duvalier, mais la démocratie était encore loin d'être établie. Ce qui suivit fut une transition longue et douloureuse. Des élections non respectées, des présidents renversés, de nouveaux coups d'État et un peuple toujours en attente de ce qu'on lui avait promis depuis 1804, une patrie libre, juste et digne. Mais au milieu de ce chaos, une figure inattendue allait émerger, un homme à la voix forte, au regard humble et aux promesses révolutionnaires. 11 1986, la fin des Duvalier et un nouvel espoir. Après près de 3 décennies de dictature, le peuple haïtien, las de la peur et de la faim, s'est soulevé avec une force inattendue. Le régime des Duvalier, qui semblait éternel, a commencé à s'effondrer, tandis que les protestations se multipliaient aux 4 coins du pays. En 1986, après des semaines de mobilisation de masse, de troubles étudiants, de grèves générales et d'affrontements de rue, Jean-Claude Baby Doc Duvalier s'enfuit en avion pour s'exiler en France, laissant derrière lui une nation épuisée, pillée, mais toujours désireuse de vivre. Les images de la chute du régime se répandirent dans le monde entier. Statues renversées, portraits brûlés, murs couverts de graffitis de messages de libération. Ce fut une explosion d'espoir. Beaucoup croyaient qu'Haïti connaîtrait enfin une véritable démocratie. Une ère nouvelle s'ouvrait et avec elle, un espoir collectif de renaissance. Mais cette transition n'a été ni propre ni pacifique. Après la chute des Duvalier, un gouvernement militaire provisoire, dirigé par le général Henri Namphy, fut établi, promettant des élections libres et une nouvelle orientation. Cependant, l'ancien appareil de pouvoir demeurait intact. Les élites conservaient leurs privilèges. L'armée dominait la rue et la répression n'avait pas totalement disparu. Le véritable changement se fit attendre. Au cours des années suivantes, Haïti a plongé dans une tourmente politique. Des élections ont eu lieu, mais nombre d'entre elles ont été annulées pour cause de fraude ou de violence. La population, malgré son espoir, a continué de voir ses droits bafoués à maintes reprises. En 1987, une tentative d'organiser des élections démocratiques fut entreprise, mais le processus fut brutalement interrompu. Le jour du scrutin, soldats et paramilitaires ouvrirent le feu sur les électeurs, tuant des dizaines de personnes. Les urnes étaient tachées de sang. Le message fut choquant. La démocratie n'était pas encore la bienvenue. Malgré tout, le peuple n'a pas baissé les bras. Haïti était pleine d'idées nouvelles, avec une jeunesse qui refusait de répéter les erreurs du passé, des agriculteurs, des femmes, des étudiants et des travailleurs qui rêvaient de justice sociale. C'est dans ce contexte que la voix d'un ancien prêtre salésien, un homme élancé à l'éloquence fougueuse, né dans les quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince, Jean-Bertrand Aristide, a commencé à se faire entendre haut et fort. Depuis les hôtels, Aristide dénonçait les corrompus, les militaires, les riches indifférents et les puissants qui opprimaient le peuple haïtien depuis des siècles. Il qualifiait Jésus de premier révolutionnaire et affirmait que l'Évangile devait se tenir aux côtés des pauvres. Son message se répandit comme un éclair parmi les masses. L'histoire d'Haïti prend alors un nouveau tournant, de la dictature à la possibilité d'un changement populaire. Et avec cette force, avec ce soutien des plus oubliés, Aristide se préparait à l'impensable, arriver au pouvoir non pas avec les armes, mais avec les votes. 12 1990, Jean-Bertrand Aristide et la promesse populaire. En décembre 1990, pour la première fois de son histoire, Haïti a vécu un événement extraordinaire, des élections libres, justes et démocratiques, supervisées par la communauté internationale. Le peuple a voté clairement, avec force, le cœur rempli d'espoir et les yeux humides d'émotion.
Le vainqueur fut l'ancien prêtre qui, pendant des années, avait défendu les plus pauvres, Jean-Bertrand Aristide. Avec plus de 60% des voix, Aristide est arrivé au pouvoir en symbole de justice, d'égalité et de dignité. C'était la première fois qu'un président représentait véritablement les plus oubliés. Ses partisans le surnommaient Titide, une façon affectueuse de dire le petit Aristide, et le voyaient comme un homme du peuple, un sauveur des humbles. Dès le premier jour, Aristide a œuvré en faveur de réformes sociales. Il a dénoncé les élites corrompues, promis de mettre fin aux abus, d'améliorer l'éducation, de lutter contre la faim et de donner la parole aux agriculteurs et aux travailleurs. Il rêvait d'une Haïti plus juste et plus humaine. Mais il avait aussi de puissants ennemis. Les militaires, les hommes d'affaires liés à l'ancien régime et les intérêts étrangers ont réagi rapidement. Aristide était trop mal à l'aise. À peine 7 mois après son accession au pouvoir, en septembre 1991, il a été renversé par un coup d'État militaire mené par le général Raoul Cedras. En quelques heures, il a été destitué du palais présidentiel et envoyé en exil. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Haïti replongea dans le cauchemar. Le pays fut pris par une junte militaire et une répression brutale contre les partisans d'Aristide commença. Exécutions extrajudiciaires, disparitions et violences systématiques. Des milliers d'Haïtiens tentèrent de fuir vers les États-Unis sur des radeaux, risquant leur vie en mer. Nombre d'entre eux périrent. La communauté internationale condamna le coup d'État, mais la dictature militaire dura 3 ans. Finalement, en 1994, sous la pression de l'ONU et avec le soutien des États-Unis, l'opération Uphold Democracy fut lancée. Plus de 20 000 soldats débarquèrent en Haïti pour rétablir l'ordre constitutionnel. Aristide revint triomphalement, mais non en révolutionnaire. Il était désormais plus prudent, plus modéré, contraint de négocier avec les pouvoirs qu'il avait autrefois dénoncés. Il termina son mandat en 1996 et céda pacifiquement le pouvoir, un événement sans précédent dans l'histoire d'Haïti, laissant la présidence à son allié René Préval. Mais l'histoire d'Aristide ne s'arrêtait pas là. En 2000, il remporta à nouveau les élections et fut réélu président. Cependant, les mêmes problèmes, corruption, extrême pauvreté, divisions internes et pressions extérieures, s'intensifièrent. En 2004, au milieu de violentes manifestations et d'une nouvelle crise, Aristide fut expulsé du pays par les troupes américaines dans des circonstances très controversées. Il prétendit avoir été kidnappé. Ses opposants l'accusèrent d'autoritarisme. Quel que soit le résultat, ce fut la fin d'une époque. Ceux qui l'adoraient autrefois étaient divisés. Certains se souviennent de lui comme d'un martyr de la justice sociale. D'autres comme d'un dirigeant qui a échoué à gouverner. En réalité, l'espoir qu'il avait inspiré s'est transformé en chaos et en déception. Haïti, une fois de plus, recommençait, mais sans direction claire et avec des blessures plus profondes que jamais. Et puis, quand il a semblé que le pays ne pouvait plus encaisser de coups, la terre a tremblé. Si cette histoire vous touche, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo, car en faisant cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir la vérité qui a été ignorée pendant des années. S'il vous plaît, aimez ceci si vous pensez qu'Haïti mérite d'être commémoré avec respect et admiration. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune histoire comme celle-ci, racontée avec le cœur. Vous faites partie de cette mission. Gardez vivante la mémoire d'un peuple qui n'a jamais cessé de se battre. 2010, le tremblement de terre qui a déchiré le cœur d'Haïti. C'était l'après-midi du 12 janvier 2010, un mardi comme les autres. Les rues de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, étaient noires de monde, enfants sortant de l'école, commerçants fermant leurs étals, mères préparant le dîner, employés rentrant chez eux. Personne ne se doutait qu'en quelques minutes, tout allait changer à jamais. À 16h53, un séisme de magnitude 7,0 a frappé le sud d'Haïti avec une violence inexorable.
L'épicentre se trouvait à seulement 25 km de la capitale. Mais ce qui a le plus frappé, ce n'est pas seulement la force du séisme, mais aussi l'extrême vulnérabilité du pays. En seulement 35 secondes, des milliers de bâtiments se sont effondrés comme des feuilles de papier. Hôpitaux, écoles, églises, maisons, supermarchés et même le palais national. Haïti, déjà fragile après des années de pauvreté, d'instabilité politique et de négligence institutionnelle, ne disposait d'aucune infrastructure résiliente ni de plan d'urgence. Le désastre était total. Les chiffres officiels faisaient état de plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million de sans-abri. Mais ces chiffres, à eux seuls, ne suffisent pas à décrire l'ampleur de la douleur. Des familles entières étaient ensevelies sous les décombres. Des enfants perdaient leurs parents, des parents portaient leurs enfants sans vie dans leurs bras. Les rues se transformaient en cimetières. Le silence après le fracas du tonnerre était assourdissant. Le monde entier était sous le choc. Les images se sont répandues dans le monde entier. En quelques heures, l'aide internationale a commencé à arriver. Des sauveteurs venus du monde entier, des millions de dons, des tonnes de nourriture et de médicaments. Il semblait qu'enfin, le monde n'allait plus ignorer les souffrances d'Haïti. Mais cet espoir s'est une fois de plus évanoui. L'aide internationale était mal coordonnée, mal distribuée et, dans de nombreux cas, gaspillée. Les grandes ONG et organisations internationales ont reçu des millions de dollars, qui n'ont jamais pleinement atteint les plus démunis. Des camps temporaires ont été construits et ont duré des années. La reconstruction a été lente, frustrante et parfois corrompue. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques mois plus tard, en octobre 2010, Haïti a connu une seconde tragédie. Une épidémie de choléra, introduite par les casques bleus de l'ONU, a causé plus de 10 000 décès supplémentaires. Cette maladie, absente en Haïti depuis plus d'un siècle, s'est propagée dans tout le pays comme une cruelle punition après le tremblement de terre. Malgré tout, le peuple haïtien a une fois de plus démontré son courage inébranlable. Au milieu de la douleur, des actes héroïques ont été observés. Des voisins portant secours à d'autres à main nue, des médecins installant des hôpitaux improvisés à ciel ouvert, des enseignants enseignant sous des tentes, des chants de foi au milieu des ruines. Mais le cœur du pays avait été brisé. Et même si Haïti continuait de battre, les cicatrices du 12 janvier 2010 ne se sont jamais complètement cicatrisées. Et tandis que la nation luttait pour se reconstruire au milieu de ruines physiques et émotionnelles, de nouvelles ombres planaient sur son avenir. La corruption, la violence, la méfiance et une insécurité qui deviendrait de plus en plus insupportable. 14. Crise permanente, gangs, présidents assassinés et pauvreté. Après le tremblement de terre dévastateur de 2010, Haïti semblait avoir touché le fond. Mais le fond, dans ce pays meurtri, était plus profond qu'on ne le pensait. Dès lors, la crise cessa d'être temporaire pour devenir une réalité permanente. Une sorte d'état chronique de souffrance, de désordre et d'abandon. Le système politique n'a pas réussi à se reconstruire solidement. Les élections qui ont suivi le séisme ont été chaotiques et bien que le chanteur populaire Michel Martelly ait accédé à la présidence en 2011 avec une vision d'unité et de modernisation, son administration a été marquée par des accusations de corruption, de manque de transparence et de liens avec des groupes criminels. Dans les quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince et d'autres villes, l'État a quasiment disparu. À sa place, des bandes armées ont commencé à prendre le contrôle, quartier par quartier, comme s'il s'agissait de royaumes indépendants. Elles imposaient leurs lois, prélevaient des impôts illégaux, enlevaient des innocents contre rançon et affrontaient des groupes rivaux avec une violence excessive. Pour de nombreux Haïtiens, quitter son foyer était devenu une question de vie ou de mort. Aller à l'école, au marché ou simplement tourner à un coin de rue pouvait leur coûter la vie. La peur était devenue une routine. Au milieu de ce chaos, Jovenel Moïse, un entrepreneur agricole, est arrivé au pouvoir en 2017 après une élection controversée. Il avait promis le développement rural, l'électricité pour tous et la lutte contre la corruption.
Mais son mandat a rapidement été marqué par des accords douteux, la répression des manifestations et une impopularité croissante. La population, excédée par les promesses non tenues, est de nouveau descendue dans la rue. Des manifestations massives ont exigé sa démission. Mais Moïse s'est accroché au pouvoir, gouvernant même par décret, sans parlement fonctionnel. Les institutions se sont lentement effondrées. La démocratie, déjà fragile, était à l'agonie. Et puis, l'horreur a atteint un nouveau niveau. Le 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence présidentielle par un groupe armé composé en majorité de mercenaires étrangers. Son épouse a été blessée et le pays était sous le choc. Comment un tel assassinat a-t-il pu être commis en plein cœur de la capitale, dans la maison la plus surveillée du pays? Qui était réellement derrière ce crime? Ces questions restent sans réponse aujourd'hui. L'assassinat du président a plongé Haïti dans un vide politique total. Sans parlement, sans président légitime et sans élection claire en vue, le pays a sombré dans l'anarchie. Les gangs se sont encore renforcés. Certains ont commencé à contrôler les ports, les routes commerciales et les commissariats de police. L'État a été pratiquement pris en otage par des intérêts obscurs. De nombreux Haïtiens ont commencé à fuir le pays en masse, traversant jungles, déserts et frontières à la recherche d'une vie décente. Les images de familles traversant des rivières ou campant dans des conditions inhumaines à l'étranger sont devenues monnaie courante. Mais au milieu de cette catastrophe, l'aspect le plus impressionnant reste la résilience du peuple haïtien. Les femmes qui continuent de vendre des fruits sur les marchés malgré le danger. Les enfants qui apprennent à lire à la lueur des bougies, dans des maisons sans électricité. Les hommes qui, même sans emploi, aident leur communauté à reconstruire un mur, une école, un pont. Haïti n'a pas perdu son âme. Elle est blessée, certes, mais elle bat toujours. Et même si les ombres semblent infinies, l'histoire n'est pas terminée. Car le dernier mot reste à écrire. 15. Haïti aujourd'hui, entre espoir et résistance. Aujourd'hui, en regardant Haïti, on tombe facilement dans la tristesse. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, des gouvernements faibles, voire inexistants, des gangs qui contrôlent des quartiers entiers, un système de santé effondré, des écoles fermées, des jeunes qui fuient sans avenir, une économie détruite. Et pourtant, Haïti perdure. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, le pays est tombé dans un vide institutionnel. Il n'y a pas eu d'élection claire, ni de succession légitime. La communauté internationale a proposé des solutions, mais aucune n'a véritablement stabilisé la situation. Les dirigeants provisoires ont été constamment remis en question. Certains ont parlé au nom du peuple, mais peu l'ont véritablement représenté. Parallèlement, les gangs ont consolidé leur position de pouvoir parallèle. Ils bloquent les routes, perçoivent des péages illégaux, vendent des armes et contrôlent les marchés. Dans bien des cas, ils se substituent à l'État, résolvant les conflits ou appliquant ses lois. La police, mal équipée et en infériorité numérique, est souvent incapable ou peu disposée à les affronter. Et pourtant, il y a Haïti. Les rues de Port-au-Prince sont toujours animées. Les marchés regorgent encore de couleurs et de saveurs et les femmes vendent des fruits sous un soleil de plomb. Les tambours vaudous résonnent encore la nuit, nous rappelant que les racines sont plus profondes que toute tragédie. Les enfants courent toujours après un ballon de tissu et les voix du peuple, bien que fatiguées, rêvent encore de justice et de dignité. La diaspora haïtienne, répartie aux États-Unis, en République dominicaine, au Brésil, au Chili, au Canada et dans d'autres pays, préserve également son identité. Elle envoie des fonds, arbore fièrement son drapeau et n'oublie jamais ses racines. Haïti perdure aussi au-delà des frontières d'Haïti. Et au milieu du chaos, des leaders communautaires, des journalistes courageux, des artistes, des poètes et des militants émergent, refusant d'abandonner. Ils croient, contre toute attente, qu'une autre Haïti est possible. Parce que ce pays qui a vaincu l'empire le plus puissant du monde en 1804, qui a aboli l'esclavage avant tout le monde,
qui a résisté aux dictatures, aux tremblements de terre, aux occupations, aux maladies, aux coups d'État et aux trahisons, n'a pas capitulé. Oui, elle souffre, oui, elle saigne, mais elle chante, danse, se bat et espère aussi. Son regard est tourné vers cet avenir qui n'est pas encore arrivé, mais qui peut encore être construit par les mains de son peuple. L'histoire d'Haïti n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est une histoire de dignité, de fierté et de résilience. Et si le monde choisit de regarder la situation avec respect et justice, peut-être seulement, Haïti pourra-t-elle se relever. Non pas comme une victime, mais comme ce qu'elle a toujours été, un symbole vivant de liberté. Haïti n'a pas besoin de pitié. Il a besoin de mémoire, de respect et de justice. C'est un peuple qui a saigné, pleuré et été oublié. Mais ils sont aussi un peuple qui a enseigné au monde ce que signifie résister, se soulever et croire à nouveau. Si vous avez déjà eu l'impression que personne ne vous écoutait, si vous avez déjà lutté seul, sans ressources, contre tout, alors toi aussi tu es Haïti. Parce que Haïti n'est pas seulement un pays, c'est un symbole, c'est un miroir, c'est une promesse. Et la solution ne réside pas seulement dans les gouvernements, ni dans l'aide internationale, c'est dans la conscience collective, dans le souvenir de cette histoire, dans le fait de ne jamais faire taire les noms de ceux qui se sont battus pour être libres. Que Haïti ne soit pas seulement un chapitre du passé, que ce soit une cause vivante dans notre présent. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Quel passage vous a le plus touché? Quelle réflexion en avez-vous tiré? Votre avis ne nous aide pas seulement à grandir. Cela permet également à davantage de personnes de découvrir cette vidéo, car l'algorithme voit que cette histoire est importante. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, aimez-le, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons donc ensemble à sauver des histoires qui méritent d'être racontées. Merci d'être là et de faire partie de cette mémoire vivante.